Bonjour à vous toutes et tous. Merci d'être présents. Je vais attendre quelques secondes là, que tous les participants là, soient intégrés à la session. Bon, alors bonjour à toutes et à tous. Je suis Normand Mousseau, directeur scientifique de l'Institut d'énergie Trottier. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour la présentation de notre deuxième rapport de la troisième édition des perspectives énergétiques canadiennes qui s'appelle Trajectoire donc, pour un Canada carboneutre. Simon. Alors, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment cette deuxième partie, ce sont la modélisation, les résultats de modélisation et d'évaluation donc de différentes trajectoires pour le Canada en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais surtout du système énergétique. Donc, on va vous présenter le modèle, les principaux scénarios, quelques résultats et constats et les points à retenir. Évidemment, on vous serait invité à jeter un coup d'œil sur le rapport complet là, qui fait 200 pages ou à peu près, et qui donc contient beaucoup plus que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je voudrais d'abord présenter un peu le déroulement aussi. Donc, il y aura quelques interventions de ma part, de Catherine Vaillancourt, qui est la PDG là, de Esmia Consultant, et d'Olivier Ban, directeur du pôle 3. Ces perspectives sont soutenues, publiées par ces trois organisations. Et la présentation globale aujourd'hui sera faite par Simon Langlois-Bertrand, qui est l'auteur principal de ces perspectives. Finalement, Louis Beaumier va animer la période de questions. Juste quelques mots à propos de l'Institut de l'énergie Trottier. Cet institut-là a été créé en 2013 grâce à un premier don de la Fondation familiale Trottier et en 2023, le soutien a été renouvelé jusqu'en 2030 avec mandat vraiment d'appuyer la formation d'ingénieurs dans un contexte de compréhension là, des enjeux de la transition énergétique, d'appuyer la recherche de solutions durables toujours liées à cette transition-là et aussi de travailler beaucoup à la diffusion des connaissances. Et ce rapport-là qu'on présente aujourd'hui s'inscrit là, dans la dernière partie de notre mission. Euh, je voudrais donc, on travaille à différents projets à l'Institut d'énergie Trottier. Vous avez ici la liste. J'en ferai pas plus de détails là, parce que le temps file, mais je vous invite à acheter un coup d'œil sur notre site Internet là, pour plus de détails. Je vais maintenant passer la parole à Marie qui va nous parler d'Esmia. Donc, SMIA, c'est une société de modélisation qui a été fondée en 2013 par Catherine Vaillancourt. On est spécialisé dans la modélisation de systèmes intégrés économie en énergie pour la prise de décisions stratégiques. On travaille en Amérique du Nord surtout et aussi ailleurs. On est une équipe euh, avec des compétences très larges et donc de l'ingénierie, mais on peut aussi parler avec l'économie, les sciences humaines et le management. On a différents services, en particulier donc, le développement de modèles créés en main pour des organisations publiques ou privées. On fait aussi de la formation et du support pour des clients qui veulent développer leur propre modèle. Et enfin, on a nous-mêmes différents modèles que vous voyez sur la droite euh, pour, euh, pour l'analyse de problèmes complexes. Et donc, en particulier pour ce projet, c'est le modèle MATEM qui est utilisé de qualification long terme de système énergétique. Merci. Et maintenant, la parole est à Olivier Ban, qui dirige le pôle 3, là, qui est un des participants, des contributeurs là, à ces perspectives. Merci Normand. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Olivier Ban, professeur à HEC Montréal et co-directeur du pôle E3C. Donc le pôle E3C est un pôle multidisciplinaire de HEC Montréal et comprend 13 professeurs de plusieurs départements des HEC, une professionnelle de recherche et une coordonnatrice. La mission du pôle E3C est de contribuer à la transition vers une société et une économie durable en partenariat avec diverses organisations comme l'IET.
Alors, pour ce faire, le pôle E3C développe également des modèles 3E et plus particulièrement le modèle AdMerge, qui est un modèle d'évaluation intégrée mondiale. Donc, similaire au modèle utilisé par le GIEC, AdMerge permet d'analyser des politiques climatiques qui impliquent à la fois des stratégies d'atténuation et des stratégies d'adaptation au changement climatique. Alors, ce modèle, cependant, n'offre pas le même niveau de détail du secteur énergétique canadien que les modèles développés par la société ESMIA, qui ont été utilisés pour ces perspectives. De par sa mission, le pôle E3C participe également à des activités de transfert de connaissances. Donc, nous sommes particulièrement heureux de participer à cette troisième édition des perspectives énergétiques canadiennes, tout comme nous avons également participé aux premières et deuxième éditions. Donc voilà pour moi, je pense que je vais céder maintenant la parole à Simon. Bonjour à tous. Juste pour situer un peu le travail, c'est notre troisième édition, c'est la deuxième édition en mode carboneutralité. On avait une édition précédente en 2021 là, qui faisait des projections du même type. Là, j'en parlerai tantôt. Évidemment, on n'est pas les seuls à faire ce genre de travail-là. Il y a beaucoup d'autres publications qui sont sorties depuis quelques années maintenant, y compris par Environnement, Changement climatique Canada, l'Institut canadien du climat, la Régie de l'énergie du Canada et plusieurs autres organismes qui ont tenté des modélisations de trajectoires de carboneutralité selon différentes contraintes, selon différents scénarios, puis dans certains cas, centrés sur différents secteurs. Comme Normand le mentionnait tantôt, la structure des perspectives est différente cette fois-ci. Je pense qu'on a pris une leçon des quelques centaines de pages de l'édition 2021 et on a divisé la structure pour vraiment faire étape par étape. Donc, il y a un premier rapport qui a été publié en janvier, là, qui faisait l'état des lieux là, pour l'énergie puis les sources d'émissions de GS au Canada. Ce qui était anciennement la première partie des perspectives. Et puis aujourd'hui, ce que je vous représente, c'est les résultats du rapport numéro 2, c'est-à-dire la modélisation de trajectoire pour atteindre la carboneutralité au Canada. Juste mentionner, bon, ces rapports-là vont être disponibles sur le site de l'IET à partir de demain. Il va aussi avoir possibilité d'aller explorer les résultats vous-même dans une plateforme dédiée, là. Ceux qui avaient vu l'an passé notre publication de l'explorateur de trajectoire, on a fait une plateforme similaire pour permettre l'exploration. Il y a aussi des analyses résumées là, du rapport en version plus courte, autrement dit, qui sont présentées sur cette plateforme-là. Donc, on va vous tenir au courant de quand ça va être pleinement disponible, normalement au courant de la semaine prochaine. Le but, c'est de tirer des leçons, évidemment, de ce rapport numéro 2 aussi pour faire la suite, qui va être une série de rapports portant sur des thèmes ou des enjeux stratégiques, dans le fond, qu'on identifie à partir des résultats de modélisation. J'aurai certainement le temps d'en toucher quelques-uns aujourd'hui, mais bref, des projets qui vont être faits dans la deuxième moitié de l'année, là, comme partie des perspectives. Bon, je passe à la modélisation. Marie a présenté les différents outils qui ont été développés par ESMIA. Comme elle a mentionné, nous, on utilise le modèle NATEM. Donc, c'est un modèle qui tire ses forces particulièrement sur son niveau de détail, sur les coûts et les technologies. Donc, il y a un peu moins de 5000 technologies inclus dans un modèle qui représente le système énergétique dans ses détails. Il permet aussi d'avoir des résultats au niveau provincial. On a un chapitre dédié à cette question-là dans le rapport. Évidemment, il faut comprendre que la modélisation qu'on fait, c'est une optimisation dans ce modèle-là. Et l'optimisation pour rencontrer les cibles de gaz à effet de serre sont à l'échelle nationale. Donc, ça fait partie de l'interprétation aussi. Puis évidemment, pour ce qui est des gaz à effet de serre, ben, le modèle couvre l'entièreté des sources à l'exception d'une partie de la catégorie des terres puis de changement d'affectation. Donc, on y touche un peu par l'utilisation de la biomasse dans certains cas, mais ce n'est pas une couverture complète. Donc, c'est le bémol. Le reste est tout couvert. Et on a présenté, dans le fond, en fait, je vous présente ce matin là, les trois scénarios qui sont les scénarios principaux pour la discussion qu'on a dans ce rapport-là. Donc, un scénario de référence qui contient aucune contrainte de réduction des émissions de GES. Il utilise un jeu d'hypothèses macroéconomiques, entre autres, donc les projections de PIB, les projections de la population, de sa croissance, les prix de l'énergie à l'international, etc. Donc, ça provient d'autres organismes qui font ces projections-là, entre autres la Régie de l'énergie du Canada, puis Statistique Canada. Aussi, j'ai des jeux de projection de demande pour tous les services énergétiques qui sont fournis par le système. Et puis, dans le scénario, ainsi que les deux autres, on va avoir une couverture complète de toutes les politiques en matière d'énergie et de réduction de gaz à effet de serre qui sont déjà en vigueur.
On a choisi d'inclure quelques mesures additionnelles assez majeures qui sont sur le point d'être mises en vigueur, dont entre autres le règlement sur l'électricité propre et puis l'objectif de vente de véhicules zéro émission. Donc, je vais y revenir à travers la présentation là, qui ont un impact assez majeur là, dans certains secteurs. Ensuite, on a un scénario NZ50 qui est le scénario de base de carboneutralité. Donc, plus ou moins la même structure que le scénario de référence avec comme contrainte importante additionnelle la cible de carboneutralité pour 2050, ainsi qu'une cible de réduction de 40 des gaz à effet de serre avant 2030 par rapport à leur niveau de 2005. Donc, c'est finalement les deux cibles légalement adoptées au niveau fédéral au Canada. Il y a un scénario alternatif de carboneutralité, le NZ50PS, en fait, qui va utiliser des coûts projetés plus élevés pour le cas spécifique des petits réacteurs modulaires nucléaires. Donc, je vais revenir à cette question-là plus tard dans la présentation. Donc, vous voyez à droite, par design, évidemment, le scénario NZ50, les émissions totales du pays vont décliner jusqu'en 2050 où ils atteignent un niveau net de zéro. Et puis, le scénario de référence, évidemment, ce n'est pas le cas. Donc, on aimerait ça que ce le soit, mais ce ne l'est pas. Donc, il y a une réduction, aussi un point que je vais développer tantôt, mais bon, qui s'écarte assez rapidement d'une trajectoire carboneuse. Donc, je fais un survol. On commence par les gaz à effet de serre au niveau national par secteur. Donc, ceux qui sont moins familiers, vous allez revoir des graphiques comme ça à profusion dans le rapport, entre autres, mais aussi dans la présentation. Donc, juste montrer rapidement. Donc, vous avez des groupes de barres. Donc, l'année de départ, l'année de référence, c'est 2021 que vous avez à gauche. Par la suite, vous avez, dans le fond, les résultats présentés à chaque décennie, donc pour 2030, 2040, 2050, 2060. Puis les barres représentent les scénarios que je viens de décrire. Donc, à la gauche, dans chaque groupe, vous avez le scénario de référence, puis ensuite les deux scénarios de carboneutralité. Donc, première chose à noter sur les résultats ici, donc gaz à effet de serre nationaux par secteur. Les mesures actuelles qui ont été introduites depuis quelques années ont infléchi la courbe des émissions. Donc, on projette une tendance à la baisse. Par contre, c'est bien inférieur à ce qui serait requis pardon, pour atteindre la cible de 2030, puis encore moins carboneutralité pour 2050. Donc, on va développer certains des manques là, dans le rapport, puis je vais en parler dans la présentation. Autre chose qu'on voit, c'est que c'est possible de se rendre à la carboneutralité avant 2050 avec les connaissances d'aujourd'hui sur les projections des technologies, par exemple, mais ça demande certainement une divergence assez rapide là, des tendances actuelles. Autre chose à souligner, c'est que si on veut atteindre la carboneutralité à un coût raisonnable, c'est nécessaire que tous les secteurs dans toutes les provinces et territoires s'engagent dans une décarbonation en profondeur. Ça ressort assez clairement là, des discussions, y compris les discussions à travers sur les comparaisons à travers les provinces. Puis, dernier point à mentionner, c'est ce que vous avez dans le petit cercle en rouge sur le graphique. Il faut comprendre aussi qu'avec les technologies qu'on connaît aujourd'hui, incluant celles qui sont à un stade raisonnablement avancé de développement, il y a quand même une quantité assez importante d'émissions qui ne peuvent pas être éliminées ou captées à moins d'éliminer la demande pour les services en question, dont la production agricole, puis certains procédés industriels, ou qui sont extrêmement dispendieuses à faire, là, par exemple dans certains sous-secteurs du transport. Donc, il y a une partie d'émissions restantes qui reste, qui est quand même assez considérable au point de carboneutralité, et donc on a recours à des technologies d'absorption de carbone de l'atmosphère de différents formats qui vont aller compenser ce qui reste. Donc, je vais évidemment revenir aussi sur ce point-là à travers. Donc, maintenant, je commence le survol. Je vais commencer par la consommation d'énergie, puis on va faire secteur par secteur assez rapidement, mais évidemment, on pourra revenir dans la période de questions si nécessaire. Donc ici, vous avez la consommation d'énergie puis son évolution dans le temps selon les scénarios. Donc, quelques trucs peut-être à souligner ici. Un, dans les scénarios de carboneutralité, donc NZ50 et NZ50PS, on a une demande qui diminue à travers le temps. Donc, vous voyez que les barres 2030, 2040, 2050 vont en baissant. Ça, c'est malgré la croissance de la population, puis malgré le fait que le modèle est forcé de
maintenir l'apport de services. Donc, autrement dit, on ne fait pas d'hypothèse sur la réduction possible de la demande. C'est les projections de demande utilisées et le modèle est forcé de les rencontrer. Donc, ça montre à quel point il y a des gains de productivité énergétique assez importants dans les services fournis, entre autres par l'électrification, mais aussi par toutes sortes de mesures qui rendent la fourniture de services plus efficace. Autre chose qu'on peut remarquer, c'est le rebond quand même assez important, par contre, après 2050, dans les scénarios de carboneutralité toujours. Donc, vous voyez que là, la demande remonte assez rapidement. Pourquoi? Parce que bon, la contrainte de carboneutralité pour 2050 fait en sorte qu'on va utiliser tout ce qui est disponible, autrement dit, pour réduire les émissions, compenser ce qui reste. Puis par la suite, ben, entre 2050 et 2060, ben, là, c'est la croissance de la population qui redevient le moteur principal de la consommation d'énergie parce que, bon, avec les données d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités là, à appliquer. Donc, on va avoir une consommation d'énergie qui va augmenter et donc les besoins de tout ce qui vient avec pour maintenir la carboneutralité aussi, hein. Maintenant, secteur par secteur, je commence par les transports. Bon, un des deux points principaux d'émission là, à l'échelle du pays. Bon, ici, vous avez la consommation d'énergie en transport par source, dans le fond, donc les produits pétroliers, l'essence, le diesel, le gaz naturel, l'électricité, etc. On voit tout de suite l'impact de l'obligation de vente de véhicules à zéro émission. Ça mène à une électrification complète des véhicules légers à travers le temps, donc qui est atteinte là, à quelque part dans les années 2040. Bon, évidemment, la cible de vente 100%, c'est pour 2035, mais bon, la flotte de véhicules prend un certain temps avant de se décarboner complètement par la suite. On voit aussi, par contre, que la décarbonation est limitée dans le scénario de référence au-delà de ça. Donc, autrement dit, ça donne deux constats, peut-être un plus positif et un plus négatif. Le positif, c'est que la mesure en question nous permet de projeter une décarbonation assez majeure. Donc, il y a un impact réel de ce genre de mesures-là quand elles sont bien ciblées. Par contre, ben, après ça, l'absence de mesures dans les autres segments du secteur des transports, sont pas là, ils ne permettent pas d'entrevoir là, une décarbonation majeure comme celle qui est vue dans les scénarios de carboneutralité, où là, ben, on va électrifier, par exemple, tous les véhicules de moyenne taille pour le transport de marchandises. Il va y avoir d'autres technologies aussi de décarbonation pour permettre un zéro émission ou presque pour le transport lourd routier. On va électrifier complètement le transport ferroviaire, etc. Bon, dans certains sous-secteurs plus difficiles, autrement dit, oui, il y a une absence de mesure, mais un autre point à faire, c'est qu'on voit aussi dans certains cas plusieurs technologies concurrentes qui sont connues, mais pas déployées à très grande échelle jusqu'ici. Dans certains sous-secteurs en particulier, puis qui vont demander fort probablement des choix politiques pour éviter un dédoublement de nouvelles infrastructures. Donc, pour des réalités régionales, par exemple, où le transport lourd routier pourrait faire face à des choix, les caténaires, l'hydrogène, les batteries, une combinaison de certaines de ces technologies-là aussi. Donc, évidemment, en pratique, à mesure qu'on va faire ces choix-là, qui vont devoir être faits assez rapidement, on va être capable de projeter quelque chose qui va être différent de ce qui ressort ici. Autre chose que je voulais mentionner sur les transports, c'est sur les émissions. Donc ici, vous avez émissions par sous-secteur du transport, donc transport routier, ferroviaire, hors route, maritime et aérien. Donc, deux choses que je voulais souligner ici. Donc, premièrement, le fait que l'évolution de tous les scénarios, incluant le scénario de référence, montre une importance croissante de certains sous-segments à travers le temps. Donc, si vous voyez le changement à travers le temps, les barres en vert, c'est ce qui change beaucoup, c'est le transport routier. Donc, par l'électrification, même dans le scénario de référence, on a une baisse assez rapide. Dans les scénarios carboneutralité, c'est éliminé presque complètement avant 2050. Donc, plus d'émissions du transport routier, oui, mais le transport en route, par exemple, ça inclut les véhicules sur site industriel, commercial, agriculture, va devenir le poste le plus important d'émissions pour le secteur des transports dans son ensemble. Donc, ça demande une attention beaucoup plus soutenue que ce qui a été fait jusqu'ici. C'est un sous-secteur qui est très éclectique en termes de technologie, de type de véhicules, de services fournis, et donc évidemment un peu plus complexe, mais il y a possiblement des opportunités là, relativement abordables pour cette décarbonation-là. Autre chose à noter, bon, pour le maritime et le transport aérien, le coût demeure très élevé pour les options de décarbonation jusqu'ici. Donc, ça va demander plus d'innovation certainement là, pour arriver à décarboner de la même façon. Je passe au secteur de la production d'énergie.
Donc, peut-être juste mentionner d'entrée de jeu, il y a un minimum de production qui est imposé au secteur gaz-pétrole à court terme. Le modèle ne peut pas juste choisir d'éliminer la production pétrole-gaz avant 2030 parce que ça serait le moins dispendieux. Donc, il y a une contrainte de réalisme qui est basée sur des résultats d'autres modélisations, entre autres la Régie de l'énergie du Canada. Par contre, à moyen terme et à long terme, éventuellement, le modèle va choisir quand même d'aller réduire assez substantiellement, particulièrement pour le pétrole brut, où la demande intérieure est petite par rapport aux exportations à l'heure actuelle. Et donc, on va garder une certaine partie de produits pétroliers à l'échelle nationale, mais exporter beaucoup moins. Donc, ça donne une diminution de 93 de la production de pétrole brut là, avant 2050. Évidemment, il y a toute une discussion autour de ça qui a le trait avec qui a un lien avec la concentration géographique de cette industrie-là, donc l'impact sur l'emploi, l'impact sur les 200 milliards de revenus d'exportation chaque année que le Canada tire de ces activités-là. C'est une discussion assez complexe et évidemment, il y a une question de réalisme politique, social bon, fédératif même là, à l'échelle du Canada là-dessus. Par contre, ce qu'il faut peut-être juste souligner ici, c'est que le choix de ne pas réduire la production de pétrole-gaz autant que dans les scénarios de carboneutralité ici, ça veut dire réduire ailleurs dans l'économie à coût très élevé. Donc, ça augmente définitivement le coût de la transition dans son ensemble. Autre chose que je voulais mentionner, c'est sur les moteurs de la production ou de l'évolution de la production, je devrais dire, là, de gaz naturel puis d'uranium. Dans ce cas-ci, les moteurs sont domestiques. Donc, à l'échelle canadienne, la production d'uranium augmente dans les scénarios de carboneutralité, par exemple, parce on en utilise plus pour la production d'électricité à base de nucléaire à l'échelle du pays. Donc, évidemment, à mesure que des meilleures données deviennent disponibles sur les projections d'exportation, on va pouvoir en tenir compte aussi d'autres façons. Bon, production d'électricité, bon, il y a une très forte augmentation de la demande d'électricité dans les scénarios de carboneutralité. Bon, elle est très forte aussi dans le scénario de référence, là, ça vaut quand même la peine de le mentionner, mais définitivement plus grande dans les scénarios de carboneutralité. Évidemment, ça vient de différentes sources. Il y a l'éolien et le solaire qui sont dans les sources principales d'augmentation de la production. Et il y a dans les résultats du scénario NZ50 les petits réacteurs modulaires, certaines provinces qui se sont résolument engagées dans cette voie-là, entre autres l'Ontario, là, qui prévoit en mettre en service avant 2030. Bon, évidemment, dans le modèle, ben, dans les scénarios, je devrais dire, là, on suppose que les PRM vont être disponibles au coût prévu. Et évidemment, si c'est le cas, ils sortent très fort, là, comme vous voyez dans le scénario NZ50. Il y a aussi la possibilité d'aller récupérer de la chaleur dans les installations puis d'utiliser ça pour différents types de chauffage. Donc, évidemment, ça réduit le coût en termes d'énergie. Par contre, évidemment, on a aussi fait le scénario NZ50 PS pour aller faire une analyse de sensibilité. Bon, qu'est-ce qui arrive si finalement les coûts sont plus élevés que prévu, ce qui est, selon beaucoup, très probable, là. Bon, ils sortent fort quand même. Par contre, ce qui est intéressant de voir de cet ensemble de résultats-là, le NZ50 PS, c'est qu'on voit l'impact pas juste une pénétration plus petite des petits réacteurs modulaires, c'est aussi l'impact de moins de développement de production d'électricité de base. Ça inclut les grands barrages électriques aussi, pour lesquels on n'a pas beaucoup de données pour permettre de projeter en ce sens-là. Et donc, ça jette les bases pour une réflexion sur les choix à faire là, sur le déploiement de production d'électricité de base. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, autrement dit, atteindre la carboneutralité en déployant moins de production de base comme le nucléaire ou comme l'hydroélectrique, etc. Bien, ça veut dire plus d'éolien solaire en partie, mais ça veut aussi dire moins d'électricité au bout du compte. Et donc, ça veut dire d'autres solutions de décarbonation ailleurs, soit plus de captage, plus d'hydrogène dans certains cas, etc. Donc, ça permet d'explorer un peu là, les choix auxquels on fait face ou auxquels on va faire face dans les prochaines années. Donc, je vais revenir à la question du déploiement de tout ça là, dans les messages clés à la fin. Je passe à l'industrie. Bon, je ne peux pas rendre justice à la complexité du secteur là, en 2 minutes. Par contre, juste souligner des constats au niveau. En haut, là, dans le graphique, vous avez la consommation d'énergie dans l'industrie par carburant, autrement dit. Donc, l'industrie présente déjà un bouquet énergétique assez diversifié et le bouquet évolue relativement lentement dans les scénarios de carboneutralité, ce qui souligne les barrières. Là, il y a déjà beaucoup d'électricité, biodénergie
Et donc, il y a une certaine limite aux transformations par la suite en ce qui est à terme au rythme, autrement dit, de ce qui peut être fait. Peut-être encore plus important, deux choses à mentionner. Une chose, c'est que, comme je dis, bon, la complexité du secteur dans son ensemble ne doit pas, bon, doit pas nous permettre d'éviter là, la discussion sur les défis particuliers de chaque sous-secteur, là, qui sont dans certains cas très, très différents. Et en particulier, ben, les émissions du secteur industriel. Donc, ça, ici, on exclut production pétrole-gaz, là. Donc, le reste de l'industrie, les émissions se divisent à peu près en deux à l'échelle du pays. Donc, combustion d'énergie, ce qui est complètement décarboné à l'échelle 2050 là, dans les scénarios de carboneutralité. Et puis, émissions des procédés industriels, donc pas par la combustion d'énergie, mais par la réduction du minerai de fer pour faire de l'acier, par exemple, là. Donc, dans ce cas-là, les réductions d'émissions sont beaucoup plus difficiles. Ça demande des technologies, dans certains cas, qui n'existent pas encore ou qui sont à un stade très, très tôt dans leur développement. Et donc, même le scénario de carboneutralité est seulement capable de réduire d'un petit peu moins de moitié les émissions. C'est ce que vous avez dans le graphique en bas à droite pour les procédés industriels. Donc, décarbonation complète de la combustion d'énergie en industrie, mais pas du tout pour les procédés industriels qui deviennent une des sources principales de gaz à effet de serre là, au point de carboneutralité. Donc, évidemment, ça demande plus d'actions de planification pour voir ce qui pourrait être fait dans ce sens-là. Maintenant, il reste le secteur des bâtiments. Bon, comme on a trouvé, comme on a les résultats montrés en 2021, puis comme beaucoup d'autres l'ont montré à part nous, la décarbonation des bâtiments, pardon, ça passe d'abord et avant tout par l'électrification. Bon, il y a beaucoup de barrières qui demeurent, ne serait-ce que par le simple nombre de bâtiments à transformer dans la flotte existante. Donc, il y a des coûts relativement élevés encore dans certaines régions du pays, mais simplement les millions de bâtiments là, dans certaines provinces, on parle de 85 à 90 des bâtiments à transformer. Donc, à l'échelle du Québec, on est dans une situation un peu différente, mais il n'en demeure pas moins que ça laisse supposer que d'accélérer le rythme là, par rapport au scénario de référence, c'est pas si facile, malgré le fait qu'on voit une convergence dans les résultats. Bon, il y a d'autres sources quand on se rapproche un peu plus là, de la décarbonation complète qui vont avoir un rôle à jouer. Donc là, on a un peu plus de variation là, dans les résultats, mais la majeure partie, c'est l'électrification, comme vous voyez dans les résultats ici. Bien évidemment, il y a beaucoup de bémols à porter à ça. Il y a certainement à mentionner le fait que électrifier à l'échelle du pays de cette façon-là, ça veut dire une convergence de la demande de pointe hivernale pour le chauffage. Et donc, ça va demander évidemment des solutions adaptées pour éviter de construire une capacité électrique en excès, déjà qu'on en a beaucoup à construire. Donc, ce n'est pas pleinement couvert là, par la façon dont on le traite dans les scénarios, mais ça permet d'entrevoir les ordres de grandeur dont on parle pour aller discuter des enjeux de pointe. Bon, maintenant, je passe aux enjeux peut-être un peu plus spécifiques. Donc, il y a d'abord la question du captage d'émissions. C'est une série de bémols ici, là, en fait, à travers laquelle je veux passer assez rapidement, là. Donc, premièrement, dans le scénario de carboneutralité, il y a environ 172 mégatonnes d'émissions qui sont captées, stockées de différentes façons. Donc, 172 mégatonnes, pour donner une idée plus précise, c'est à peu près un quart des émissions d'aujourd'hui. Et donc, ça devient un point de référence pour la carboneutralité près de 2050. Puis après ça, ça augmente encore après 2050 dans les projections, comme je disais tantôt, où là, les solutions, on atteint des limites là, sur les solutions à appliquer. Bon, évidemment, dans l'analyse, on prend une approche surtout technologique. Et donc, évidemment, ici, on va traiter ce résultat-là avec une attention toute particulière. Il y a toute une discussion dans le chapitre 4 là, du rapport sur cette question-là. C'est un bémol assez énorme. Ce qui nous porte à dire qu'évidemment, atteindre la carboneutralité, c'est possible, comme le montrent les résultats, mais évidemment, ça montre aussi que l'ensemble des défis qui sont montrés dans les résultats de cette trajectoire-là, c'est probablement une sous-estimation assez importante parce que, en fait, d'une part, ça provient d'une allocation optimale de toutes les ressources à travers l'économie, ce qui est déjà une bonne indication que les besoins suggérés par les résultats sont une borne inférieure. Puis en plus, le modèle se fie sur 172 mégatonnes de captage et de stockage. Donc, on part d'à peu près zéro aujourd'hui, presque zéro, là.
Donc, ça voudrait dire construire à peu près 8 mégatonnes de capacité de captage pour émissions négatives chaque année jusqu'en 2050. Donc, bien évidemment qu'il faut traiter ce résultat-là avec beaucoup d'attention. Bon, en même temps, ce qu'on voit ici, c'est les différentes technologies utilisées pour y arriver. Donc, ce n'est pas tous du captage direct de l'atmosphère qui a une facture énergétique énorme et donc qui rencontre certaines limites. Donc, il y a d'autres choses qui sont entre autres liées à la biomasse. Donc, il y a des questions sur la comptabilisation des émissions négatives elles-mêmes qui peuvent changer ces résultats-là beaucoup. Et ça nous porte à dire quand même qu'il faudrait peut-être clarifier tout ça assez rapidement. C'est quoi le réel potentiel concret là, de ces mesures? Je veux dire un mot sur, quelques mots peut-être sur l'hydrogène puis la bioénergie avant de passer au message clé. Bon, l'hydrogène, j'ai montré deux graphiques ici. En haut, vous avez la consommation bon, par secteur, puis après ça, la production d'hydrogène par technologie. Donc, quelques trucs juste pour faire le contraste, puis peut-être bien comprendre ce qui en ressort. Premièrement, la consommation croît quand même quand même beaucoup dans le scénario de référence, mais pas beaucoup comparativement au scénario de carboneutralité où, effectivement, ça apparaît comme un des outils de décarbonation. Bon, évidemment, il y a des bémols à apporter à ça. Le déploiement puis la portée de l'hydrogène est très difficile à prévoir, étant donné que on part on prend un point de départ où il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, ce qui veut dire que les premiers choix vont probablement avoir un impact sur les infrastructures subséquentes qui vont être interdépendantes. Donc, évidemment, selon le chemin qu'on va choisir de prendre, ça pourrait donner des résultats très différents, ce qui nous porte à croire qu'il faut effectivement planifier avec beaucoup d'attention le déploiement de l'hydrogène dans les endroits où vraiment l'impact sur la décarbonation est très clair et très, très majeur. Deuxième chose à noter, c'est qu'il y a plusieurs différences là, entre l'évolution de l'hydrogène dans le scénario de référence versus les scénarios de carboneutralité. Entre autres, les moteurs de la production. Donc, dans le scénario de référence, on produit beaucoup plus qu'on consomme parce que le moteur principal, c'est la demande mondiale pour l'hydrogène. Donc, c'est pour exportation. Alors que dans le scénario de carboneutralité, on produit surtout pour consommer au niveau canadien parce que, bon, comme je disais, on l'utilise dans le modèle comme façon de décarboner. Ensuite, il y a sur les technologies de production. Donc, il n'y a aucun changement de projeté dans le scénario de référence. Donc, c'est toujours par réformage et donc avec des émissions associées avec. Dans le cas de la production d'hydrogène dans les scénarios de carboneutralité, là, on a de la décarbonation, soit par une transformation des installations existantes vers de l'hydrogène bleu ou l'hydrogène vert. Bon, ici, il n'y a pas beaucoup d'électrolyse qui sort. C'est en partie une question de coût, mais c'est aussi en partie une question des émissions négatives associées avec la production d'hydrogène à partir de biomasse. Donc, évidemment, comme je disais tantôt, ça vient avec le bémol là, de la comptabilisation des émissions négatives. Un petit mot là, plus rapide sur l'hydrogène, là, je vois le temps filer. Dans les scénarios de carboneutralité, on triple la quantité de biomasse très rapidement. Par contre, après ça, ça plafonne pour toutes sortes de raisons. Une question de disponibilité de la ressource, une question d'émissions restantes là, par les biocarburants, par exemple, qui peuvent permettre un gain, mais au-delà duquel on ne peut pas continuer à décarboner. Donc, il y a une grosse partie de cette augmentation-là qui va à la production d'émissions négatives, donc soit par le gaz de synthèse avec du biochar ou par la production d'hydrogène d'électricité à plus long terme là, avec captage de carbone. Donc, on va chercher les émissions négatives, autrement dit, en obtenant un produit énergétique en plus. Là. Donc, évidemment, ça permet de baisser le coût de l'ensemble de la mesure. Je voulais dire un mot sur la cible de 2030. Ben, je l'ai un peu dit tantôt, en fait, là. Mais bon, les réductions projetées pour 2030, ce qui est dans 5 ans et des poussières, là, sont attendues surtout un peu dans la production de pétrole-gaz et surtout dans les bâtiments, la production d'électricité. Mais quand on regarde les résultats de NZ50, évidemment, étant donné l'échelle de temps, le rythme beaucoup plus relevé dans NZ50 pour atteindre la cible de 2030 est presque impossible en pratique, là, à moins d'aller chercher des réductions drastiques de la production pétrole-gaz, par exemple. Là. Et donc, évidemment, il faut peut-être en tenir compte. Il y a des impacts, par exemple, des mesures qui ont été récemment mises en place ou annoncées. Comme je mentionnais tantôt, l'objectif de vente de véhicules zéro émission, il y a un impact très majeur sur les émissions du transport, mais on ne le voit pas avant 2030 parce que, bon, pour prendre
son plein impact. Il faut attendre jusqu'à après 2035, là, ou en tout cas dans les années 2030. Et donc, évidemment, on ne voit pas ça pour ce qui est de la cible de 2035. Donc, on arrive à une réduction de 14 des émissions plutôt que la cible de 40. Bon, il faut comprendre que nous, on ne va pas chercher des émissions de solutions fondées sur la nature ou des crédits carbone importés du marché californien, là, comme Environnement Changement climatique le fait. Si on prend leur estimation, on arriverait à une réduction de 20 mais ça reste très loin là, de la cible de 40 donc, troisième édition, on compare un peu avec celle de 2021. Il y a quelques différences majeures là, que je pense qui ressortent. Le scénario de référence, entre autres, qui montre une réduction des émissions et non une augmentation comme en 2021. Ça, c'est évidemment une très bonne nouvelle, là, malgré les limites, là, comme je viens de mentionner. C'est l'impact de la norme de véhicules zéro émission, du règlement pardon, sur l'électricité propre, du règlement sur les combustibles propres aussi, là, qui n'était pas inclus en 2021. Autre chose à mentionner comme différence, c'est sur les coûts de décarbonation qui sont beaucoup moindres que ceux projetés pour la carboneutralité en 2021. Donc, il y a une partie de ça qui est simplement des développements technologiques qui sont assez rapides et donc nouvelles solutions à plus bas coût, mais aussi des développements technologiques qui permettent d'entrevoir un futur à court et moyen terme un peu plus clairement. Donc, il va réduire les incertitudes sur les projections de coûts, sur les possibilités, sur comment les comparer entre elles en termes de solutions, etc. Puis sur les similarités, bien évidemment, beaucoup plus d'électricité, incluant dans le scénario de référence, comme en 2021, une réduction assez majeure de la production pétrolière pour contrôler l'ensemble des coûts, avec les bémols que j'ai mentionnés tantôt, et puis l'ampleur des besoins en compensation. Ici, on a ajouté le biochar, donc ce n'était pas inclus dans le modèle en 2021, mais donc ça donne un outil de plus, mais les ordres de grandeur sont similaires. Bon, quelques messages clés. Il y en a un peu plus dans le chapitre de conclusion du rapport, bien sûr, là, mais je pense que je vais sortir les essentiels ici. Premièrement, la carboneutralité, ça veut dire faire des choix compatibles avec le but à long terme dès aujourd'hui, peu importe les cibles 2030, 2035 par secteur, etc. Donc, il y a un besoin quand même assez urgent de mesures additionnelles, comme je l'ai déjà mentionné, mais aussi pour les feuilles de route pour comprendre comment exactement atteindre la carboneutralité, incluant au niveau des provinces. Ce qu'on ne voit pas beaucoup, ça veut dire des plans intégrés de gestion des ressources, par exemple, comme on a annoncé pour le Québec et comme certaines autres provinces sur lesquelles d'autres provinces travaillent aussi. Donc, ça en prend plus et assez rapidement. Et certainement, il n'y a aucun temps à perdre avec les solutions cul-de-sac, là, par exemple, qui permettent des réductions à court terme juste pour faire du progrès pour la cible, mais qu'on devrait tout transformer à nouveau en 2035 ou 2040. Là. L'échelle de temps ne permet pas ça du tout. Autre chose sur les défis liés au déploiement d'infrastructures. Donc, ça, c'est assez clair dans les résultats. Les besoins en nouvelles infrastructures sont absolument énormes. Donc, ça veut dire une planification immédiate, là, comme je viens de mentionner, et aussi revue très fréquemment. L'accroissement du rôle de l'électricité dans le bouquet, on peut dire beaucoup de choses sur les défis de déploiement comme tel, sur la construction, la main-d'œuvre, etc. Les chaînes d'approvisionnement pour différents équipements. Par contre, ça va au-delà de ça. La transformation du rôle de l'électricité pour atteindre plus que la moitié du bouquet énergétique au niveau national, ça veut aussi dire une transformation de comment on voit le développement des réseaux électriques. Donc, beaucoup plus d'attention nécessaire pour la résilience des réseaux parce que, avec des services essentiels qui en dépendraient. Aussi, le fait que le développement industriel doit dépendre maintenant du développement de l'infrastructure électrique qui doit être construite en amont, donc ce qui présente une certaine rupture avec le passé dans certaines régions du pays. Autre chose, il y a les sous-secteurs. Je mentionnais le transport routier lourd tantôt, où il y a une existence de technologies concurrentes. Donc, ça va demander des choix politiques et une planification pour éviter, évidemment, d'avoir à trop construire pour rien. Puis finalement, le besoin des feuilles de route pour réduire les incertitudes des inconnus, il y a différentes façons que ça s'illustre là, à travers l'analyse qu'on présente dans le rapport. Premièrement, le fait qu'il y a quelques secteurs qui sont moins étudiés jusqu'ici, qui pourraient présenter des opportunités de réduction abordables. Bon, j'ai mentionné le transport hors route. Il y en a peut-être d'autres dans les procédés industriels, par exemple, qui vont devoir être explorés rapidement. Ensuite, des feuilles de route pour les secteurs où il y a peu de réduction attendue, très simplement. Donc, ça veut dire pour les procédés industriels, ça veut dire pour l'agriculture, mais ça veut dire aussi pour certains segments précis, des transports, par exemple, là, où il faut au moins prévoir un travail de recherche assez rapidement là, pour développer des solutions. Ensuite, une évaluation plus précise
baissé du rôle de la biomasse dans les trajectoires de décarbonation, puis incluant au-delà de la bioénergie. Donc, évidemment, dans le rapport ici, on se concentre sur la contribution en termes de bioénergie, mais il y a d'autres solutions liées à la biomasse pour la décarbonation, sur la gestion des terres, sur les terres agricoles aussi, sur la contribution à la décarbonation des bâtiments par les matériaux, par exemple, etc. Et donc, ce sont des questions complexes, pardon, et d'ailleurs, on a un projet sur les biomasses en parallèle, mais il faut clarifier tout ça assez rapidement pour voir ce qui peut être fait. Puis finalement, ben, la question des émissions négatives, comme je mentionnais tantôt, ça reste des technologies qui sont bien connues, relativement avancées là, dans leur niveau de développement, mais pas du tout déployées à grande échelle. Et donc, évidemment, pour mettre des chiffres un peu plus précis sur le potentiel réaliste, il faudrait faire des essais assez rapidement. Ça nous porte aussi à croire, comme je disais tantôt, c'est un bémol assez énorme, là, la quantité de ces activités-là. Et donc, ça veut dire aussi qu'il faut se concentrer d'abord et avant tout sur l'innovation pour des solutions de réduction des émissions plutôt que de se fier à toujours plus de captage potentiel possible à long terme, bien évidemment, je pense là. Bon, tous ces résultats-là, puis d'autres, là, je vous laisserai lire peut-être plus en détail, mais on s'appuie là-dessus pour le développement des projets pour l'automne, ben, pour la fin de l'été, puis l'automne, là. Donc, il va y avoir d'autres rapports sur des enjeux plus étroits à développer au cours des prochains mois. Puis évidemment, on va tenir au courant de ce qui sort là-dessus. Merci beaucoup. Je pense que Louis va animer le restant, mais je voulais peut-être ajouter peut-être un petit mot sur l'électricité parce que quand on regarde les projections des perspectives, il y a une augmentation importante, mais ça reste petit même par rapport à ce qu'on nous dit là, au sujet du Québec. Et en partie parce que la modélisation qu'on fait, ça reste une modélisation très conservatrice où on met en place toutes les mesures d'efficacité, toutes les mesures de productivité énergétique possibles et rentables, ce qui ne se passe pas nécessairement dans la réalité, et où on n'inclut pas non plus l'insertion de nouveaux secteurs industriels, par exemple. En gros, on prend la base industrielle actuelle et on la fait croître en fonction de la population et du produit national brut. Donc, tout ça fait en sorte que certaines de ces projections-là sont même sous-estimées par rapport à ce qui risque de se passer là, sur le terrain. Merci pour cette précision, Normand. On va passer à la période de questions. Il y a déjà quelques questions. J'invite les participants à poser leurs questions sous l'onglet questions-réponses de l'application. Je commencerai par les premières questions qui tournent autour notamment du calcul des émissions. Une première sur les émissions du secteur des bâtiments. Qu'est-ce qui est pris en compte en fait dans le secteur du bâtiment? Est-ce que c'est uniquement l'opération du bâtiment ou c'est la construction? Question semblable sur le secteur du transport. Donc, est-ce qu'on tient compte de extraction, transformation, transport des véhicules, etc.? Un mot là-dessus, Simon? Oui, non, en fait, la réponse courte, c'est non, là, mais je vais essayer d'être plus précis. Pour les bâtiments, quand on regarde le secteur des bâtiments, ce sont les émissions des bâtiments pendant leur durée de vie. Donc, ça veut dire surtout par consommation d'énergie. Ben, en fait, par consommation d'énergie pour le chauffage des locaux, le chauffage de l'eau, les appareils auxiliaires, etc. Donc, ça ne tient pas compte effectivement des matériaux. Donc, ça va être capté dans la production industrielle pour ces mêmes matériaux-là. Dans le cas du transport, ça, c'est une très bonne question. Donc, évidemment, l'approche de comptabilisation suit celle de l'accord de Paris, là, c'est-à-dire qu'on prend les émissions sur le territoire canadien, puis ce qui est fait ailleurs, c'est différent. Donc, dans le cas de la production des nouveaux véhicules, ben, la production industrielle elle-même serait, ou les émissions, pardon, pour la production des véhicules se retrouveraient dans la production industrielle et non pas dans le transport. Donc, les émissions en transport, c'est vraiment les émissions des véhicules sur la route, peut-être pour simplifier la question un peu. Mais effectivement, ça permet pas d'avoir une pleine mesure de l'impact de ce genre de transformation-là. Donc, il y a des hypothèses de simplification là, à l'échelle. C'est la même chose pour tous les secteurs. Là. Il y a d'autres applications où ça peut avoir une importance aussi. Je pense que c'est important de comprendre que la raison pour laquelle on fait ça, c'est pour éviter le double comptage. C'est-à-dire que si on commence à compter deux fois les émissions liées, par exemple, à la fabrication du béton, ben on se perd un peu. Donc,
si on réussit à décarboner la fabrication du béton, ben, une fois qu'on va le mettre dans le bâtiment, ça comptera pour zéro. L'enjeu ici, dans un contexte de carboneutralité, c'est qu'il faut décarboner à la source l'ensemble de la production sur la planète là, ou au Canada dans notre objectif. Absolument. Merci, Normand. On reste sur le thème du transport. Est-ce qu'on inclut, bon, en fait, quelle place on accorde au transfert modal dans le Oui, transport? ça, c'est une bonne question. En fait, il n'y en a pas dans le modèle. On a cette discussion-là dans la discussion sur le transport, dans le rapport. En fait, il y a deux questions. Il y a le transfert modal et puis il y a la question de combinaison de technologies là, que j'ai mentionné brièvement tantôt. Donc, dans certains secteurs du transport lourd, effectivement, ça peut avoir un impact assez majeur. Mais là, pour l'instant, dans les résultats du scénario principal ici, c'est l'ensemble de projections de la demande comme tel pour chacun des modes, là. Donc, évidemment, il y a pas euh, il y a pas ce niveau de détail-là, autrement dit. Merci. Sur la question des technologies de capture, ou en fait pour des émissions négatives, est-ce que les quantités qu'on présente sont considérées réalistes et la question de la maturité des technologies aussi pour produire ces émissions négatives? Oui, je vais répéter peut-être plusieurs des bémols que j'ai dit tantôt, là. Ça vaut la peine là, parce que c'est évidemment un résultat qui est important à discuter. Bon, le niveau de développement des technologies, il est là pour chacun. Il n'est pas exactement pareil, là. Donc, pour le biochar, par exemple, c'est un peu plus avancé. Pour le captage, l'extraction directe de l'atmosphère à échelle commerciale, il n'y en a pas. Donc, entre autres, là, il y a des zones d'ombre assez importantes ici. Donc, est-ce que c'est réaliste? Ben, il faut comprendre que dans la modélisation ici, ce captage-là est largement utilisé comme dernier recours. Donc, autrement dit, on fait toutes les réductions économiquement viables, puis après ça, ben, il reste une certaine quantité, puis on va distribuer cette quantité-là à travers différentes solutions de compensation. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire tantôt, là. Faut comprendre aussi l'ensemble des résultats de cette façon-là. Après ça, ben, je vais faire le même point pour la réduction de pétrole-gaz, c'est-à-dire que si on n'a pas accès à ces technologies-là, ben là, ça pose des questions de coûts qui, pour l'instant, sont difficiles à répondre parce que là, on parle de coûts énormes de solutions qui ne sont pas encore développées ailleurs pour réduire. Et donc, c'est une question très complexe. C'est pour ça que je mentionnais à la fin là, que pour nous, un des messages clés, c'est qu'il faudrait avoir une meilleure idée assez rapidement de c'est quoi le vrai potentiel réaliste là, de chacune de ces technologies-là à grande échelle avant 2050. Là. C'est une quantité énorme, là. Donc, il faut en tenir compte aussi. C'est pas une recommandation qui est faite dans nos perspectives, c'est vraiment de dire, étant donné les connaissances, les technologies qu'on voit aujourd'hui, donc on ne projette pas dans des technologies qui n'existent pas parce qu'évidemment, il y a trop de risques. Donc, encore une, comprendre que l'approche qu'on a, c'est une approche qui est conservatrice, qui s'appuie sur des coûts qu'on projette en étant pas trop optimiste et avec des technologies qu'on a maintenant, comprenant que même des technologies qu'on a maintenant peuvent évoluer dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut projeter des améliorations qui ne se réaliseront pas ou on peut projeter des coûts qui seront beaucoup plus faibles à la fin. Mais c'est une projection à partir de nos connaissances actuelles. Ouais, je pense que je vais ajouter une autre chose aussi là-dessus, sur les projections. Faut vraiment, on souligne toujours, quand on regarde les résultats de ces projections-là, il y a vraiment deux façons là, de les comprendre qui sont très importantes. Premièrement, c'est d'un point de vue comparatif, c'est-à-dire on utilise différents scénarios, puis là, on dit, bon, mais si ça se produit, voici l'impact, puis si ça ne se produit pas, voici l'autre impact. Donc, c'est une façon de voir la discussion. Puis la deuxième chose, c'est que c'est évidemment pas une prédiction, une recommandation comme Norman mentionne. Donc, ça veut dire aller voir, bon, mais ailleurs, qu'est-ce qui est possible, puis après ça, qu'est-ce qui manque pour arriver à compenser les zones qu'on considérait comme beaucoup plus problématiques, là. Mais c'est la même chose pour tous les choix, c'est pas juste pour le captage, évidemment. Parlant d'une approche conservatrice quant aux prévisions qu'on fait, Normand, Simon, vous pouvez dire pourquoi est-ce que, plutôt que de prendre le chiffre de moins 103 tonnes, mégatonnes par année des solutions venant de la nature, on a choisi de prendre zéro? Euh, c'est une bonne question. Euh,
pour être conservateur en grande partie. D'ailleurs, bon, il y a deux façons de répondre à la question, là. C'est sûr qu'il y a la question de à quel point on veut se fier sur des projections d'impact des solutions fondées sur la nature. Pour l'instant, il y a quand même des désaccords assez forts sur ce chiffre-là. Et d'ailleurs, les émissions provenant des forêts, entre autres, ont été revues récemment, là, puis ça donne un changement qui est peut-être un peu inquiétant pour ce genre de projection-là. Nous, on ne s'est pas avancé sur... Juste pour spécifier, par inquiétant, on est passé de négatif, c'est-à-dire des émissions négatives, à fortement positives là, ces dernières années, dans un rapport qui a été publié il y a quelques semaines seulement, là, en réévaluant le net, si on veut, de ces solutions-là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes et notre évaluation, c'est qu'à mesure qu'on va calculer correctement avec plus de précision, ces émissions-là, on risque de se tourner soit du positif, soit vers zéro. Donc, on trouve que le chiffre de 103 mégatonnes est très optimiste. Je Marie? je rajouterais aussi que c'est pas 0 million de tonnes qui est supposé, étant donné qu'une partie des solutions LULUCF sont incluses dans le modèle, en particulier l'application par le chat est une option de LULUCF, ainsi que tout ce qui est les options de changement dans les sols d'agriculture et dans l'alimentation des animaux est inclus directement dans le modèle. Donc, une partie de ces options de décarbonation sont déjà incluses dans le modèle. Et donc, on ne peut pas inclure directement le 103 mégatonnes, il faudrait quand même supprimer une partie des options déjà. C'est ça, c'est comptabilisé différemment. Donc, évidemment, ce n'est pas une comparaison directe avec le 103, là. Effectivement, c'est un très bon point. Oui, quelques questions sur les cul-de-sac technologiques qui ont été mentionnés dans les messages. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de ces cul-de-sac technologiques qu'on devrait éviter? Et est-ce que la biénergie est considérée comme un cul-de-sac selon vous? Euh, ben, je pense que je mentionne l'exemple du gaz naturel en transport lourd, là, donc, qui est encore discuté et qu'on voit assez problématique pour toutes sortes de raisons. Évidemment, la question principale pour évaluer si c'est une solution cul-de-sac, c'est est-ce que ça demande des transformations et un déploiement d'infrastructures maintenant qui va devoir être revu sur l'échelle de temps de la carboneutralité. Donc, c'est relativement direct. Après ça, il y a des questions de coût à court terme versus long terme aussi qui rendent le choix peut-être plus difficile dans certains cas. Je pense que c'est peut-être une partie de la discussion sur la biénergie. Mais je ne sais pas, Normand, si tu veux donner d'autres exemples aussi, hein. Oui, je dirais, par exemple, il ressort clairement des modélisations que la décarbonation du bâtiment doit se faire assez rapidement et donc de garder le gaz naturel en biénergie ne rentre pas dans le modèle. D'autre part, il faut quand même comprendre que même dans le modèle qu'on présente, la modélisation qui est présentée, on va faire apparaître dans les années 30, 2030, du gaz synthétique pour être capable de décarboner en partie, répondre à la courbe qu'on projette. Et cette solution-là va disparaître dans les années, en 2040 à peu près, parce que les coûts potentiels d'investissement sont plus élevés et on va se réutiliser là, une partie du carbone en séquestration négative. Même dans le modèle qu'on voit, on arrive avec des solutions intermédiaires, mais au final, ça reste d'un point de vue d'infrastructure. Quand on regarde les investissements qu'il faut faire au cours des prochaines années, de dédoubler certains efforts d'infrastructure en disant on construit quelque chose et on le reconstruit plus tard, on voit dans un contexte d'opérationnalisation de la transition que ça soulève des enjeux importants. Euh, une question quant à l'année de référence en fait, le pourcentage de réduction. Pourquoi est-ce qu'à une époque, on parlait de 1990 et maintenant, dans le rapport, on parle de 2005? Oui, ça devient mélangeant au bout du compte, là, mais 1990, c'était l'année de référence dans le protocole de Kyoto.
2005, c'est l'année de référence, bon, choisi par le Canada dans l'accord de Paris. Donc, il y a certains autres endroits dans le monde qui ont choisi de garder 90 comme référence. C'est principalement les deux choix, là. Je pense qu'il y en a quelques autres, même au niveau des provinces, qui prennent une autre année. Donc, là, ça devient encore plus mélangeant. Mais la réponse simple, c'est ça. Donc, l'accord de Kyoto en 97 demandait 1990, puis éventuellement, on s'est tourné vers 2005 pour toutes sortes de raisons. Mais dans un contexte de carboneutralité, ça ne change rien à long terme. Donc, en 2050, si on atteint zéro à partir de 2005 ou 90, c'est le même zéro. Donc, cet enjeu-là est plutôt un enjeu des étapes intermédiaires. Merci. En matière de productivité énergétique, est-ce que le rapport se penche sur les mesures ou les secteurs, les industries, les technologies à prioriser dans une perspective de décarbonation? La réponse courte, c'est non. C'est-à-dire que c'est un des enjeux d'aller bon, creuser un peu plus pour certains sous-secteurs industriels, entre autres là, dans la troisième partie. Bon, comme Normand l'a mentionné tantôt, il y a quand même une quantité assez substantielle de mesures additionnelles, entre autres en efficacité énergétique, là, qui sont déjà inclus, donc dans les bâtiments, entre autres, là. Mais effectivement, c'est la question de la productivité se fait largement par changement technologique là, à travers ou à travers les trajectoires, je devrais dire, dans le rapport. Après ça, des réalités plus spécifiques au sous-secteur, ben là, ça va falloir développer un peu plus, effectivement. Normand, tu veux ajouter quelque chose? Non? Merci. Est-ce que vous pouvez donner un exemple où une source d'énergie est en concurrence dans plusieurs secteurs économiques? Oui, bon, là, j'oublie si je me répète, là, mais le transport lourd routier, bon, on a par exemple la possibilité d'utiliser de l'hydrogène, on a des batteries, bon, des gros véhicules électriques finalement, là, avec des batteries énormes, on a des caténaires. Puis après ça, il y a les versions hybrides de chacune des technologies, donc il y en a plusieurs. Mais si on se concentre même sur les trois principales de décarbonation, là, qui sont assez clairement hydrogène, électrique à batterie, puis caténaire. Bon, après ça, il y a la question de comment le déployer. Puis c'est pour ça que je mentionnais tantôt, on parle d'infrastructures assez majeures qui font face à des réalités régionales. C'est aussi des infrastructures qui, en grande partie, ne pourront pas se développer en isolation. C'est-à-dire que le transport routier, c'est du transport routier lourd, pardon. C'est beaucoup du transport longue distance, ce qui veut dire bon, d'une standardisation à travers des régions entières. Donc, c'est pas aussi simple que juste changer la flotte de véhicules. Puis, comme j'ai mentionné un petit peu rapidement tantôt aussi, il y a la possibilité qu'on ne voit pas dans les résultats, mais le bouquet éclectique nous laisse à penser qu'il y a possibilité de faire des choix qui vont orienter ces transformations-là dans une direction un peu plus précise, même si elle n'est peut-être pas la même là, à l'échelle de tout le pays, par exemple. Là, il y a peut-être des réalités régionales qui vont mener à des choix différents dans l'Ouest versus Québec-Ontario, par exemple, là. Oui, il nous reste une minute environ pour peut-être une dernière question sur la question de la sobriété, étant donné qu'on parle des émissions directement émises en territoire canadien. Est-ce que la sobriété est une solution ou pas? En une minute? Bon, On peut-être. répondra dans le troisième rapport. Oui, c'est ça, c'est ça. Ben, OK. Il y a plusieurs pans, là. Je vais faire mon possible en une minute, là, mais il y a la question de l'amélioration de la productivité puis de l'efficacité, donc qui est déjà inclus là, dans les résultats du rapport. Donc, il y a déjà un aspect assez important là. Il y a un gain en productivité énorme, là, comme je disais, qui vient juste du changement technologique. Après ça, les changements dans la demande, vraiment. Nous, on choisit d'être conservateurs puis de prendre les projections de demande telles quelles, donc demande en services énergétiques, puis en matériaux, donc en espace de plancher pour les bâtiments, en tonnes d'acier, etc. Puis après ça, ben, on force le modèle finalement à se rendre à ça. Donc, évidemment, il y a plusieurs façons de lire les résultats. Puis sur la plateforme de l'explorateur qui va être disponible la semaine prochaine, vous pourrez aller voir les résultats puis faire votre propre analyse, votre propre lecture. Si vous arrivez à d'autres constats, par exemple, ou d'autres discussions à avoir là, sur certaines de ces demandes-là. Mais dans le rapport, dans la modélisation, pardon, c'est les hypothèses conservatrices là, qui gardent la demande en service constante, là. J'ajouterais qu'il faut faire attention parce que le Canada est un pays qui est un fort producteur de matières premières à l'exportation. Donc, la demande interne, les jeux de réduction qui sont toujours marginaux,
c'est-à-dire qu'on peut réduire de 15, 20, 30% au maximum dans certains cas, a un impact assez mineur sur l'ensemble de la production et la demande énergétique au niveau canadien. Qui, si on regarde d'aujourd'hui en termes d'émissions, là, les choix des citoyens sont directement responsables de 22% des émissions au niveau canadien quand on inclut le chauffage des bâtiments et le transport des individus. Donc, le restant dépend de décisions structurelles qui ne sont pas complètement dans les mains des citoyens. Mais ça va constituer le mot de la fin, Normand. Merci beaucoup. L'enregistrement sera rendu disponible dès que possible, de même que le rapport, certainement demain. Et tout le matériel présenté sera rendu disponible sur notre plateforme. Oui, puis on va envoyer un message quand il y aura la plateforme en ligne pour aller explorer les résultats aussi, là, probablement au courant de la semaine prochaine. Voilà. Ben, merci tout le monde. Merci de votre participation et bonne fin de journée. Merci. Au revoir.